Tu sais, la NASA n'explore pas seulement les étoiles, les planètes, les galaxies et les trous noirs. C'est difficile à croire, mais c'est vrai. L'agence américaine fait aussi des découvertes ici, sur notre planète. Alors, qu'est-ce que la NASA a découvert récemment? Y a-t-il de la vie sous la glace? Après avoir analysé des données, ils ont révélé que quelque chose d'incroyable se cachait sous la glace de l'Antarctique. Et cette découverte ne change pas seulement tout ce que nous savions sur l'ensemble du système hydrique de la Terre, mais elle pourrait aussi aider dans nos recherches sur la vie dans l'espace. L'existence de l'humanité pourrait dépendre de notre compréhension de l'Antarctique et de ses secrets. Ces récentes découvertes révèlent donc des informations vitales pour notre survie. Mais avant de continuer, voyons ce que tu sais de cet endroit où tout n'est que glace à perte de vue. L'Antarctique est l'un des 7 continents de la planète, situé dans l'hémisphère sud. C'est le 5e plus grand continent en termes de superficie totale. Cela signifie qu'il fait presque 2 fois la taille de l'Australie. Tu veux voir de vrais météorites? Va en Antarctique. Grâce à son climat sec, l'Antarctique est l'un des meilleurs endroits au monde pour observer l'espace. Mais ce qui est encore mieux, c'est que tu peux trouver des météorites dans la surface blanche du continent. Les scientifiques ont déjà extrait environ 45 000 météorites de la glace. Et ils pensent en avoir détecté au moins 300 000 autres. Comme il n'y a pas beaucoup de roches sur ce continent, il est assez facile pour eux de les repérer grâce à leur couleur sombre. L'environnement sec et désertique de l'Antarctique favorise aussi leur préservation, même celles qui sont tombées sur Terre il y a plus d'1 million d'années. Et peux-tu imaginer une activité volcanique en Antarctique? Difficilement. Pourtant, c'est bien l'endroit où le feu rencontre la glace. C'est en Antarctique occidentale que l'activité volcanique est la plus importante. Les scientifiques ont récemment découvert qu'il existe 138 volcans rien que dans cette partie du territoire. Eh oui! Tu crois probablement qu'il fait toujours très froid en Antarctique, mais non. Ces régions côtières peuvent atteindre une température de 10 degrés Celsius. Mais t'es-tu déjà demandé à quoi ressemblerait l'Antarctique s'il n'y avait pas de glace? Cela peut sembler inimaginable maintenant, mais ce continent n'a pas toujours été recouvert de glace. D'accord, c'était il y a 34 millions d'années. Donc jusqu'à présent, personne ne pouvait savoir à quoi ressemblerait sa surface sans la glace. Mais la NASA a remédié à cela. Ils ont créé des simulations informatiques et ont dressé la carte la plus précise du continent à ce jour. Et ce qu'ils y ont vu est incroyable. Le continent n'est pas du tout plat comme on le croyait auparavant. Il est plutôt bosselé avec des vallées, des plaines ondulées et de hautes montagnes. Mais ce n'est rien à côté de ce qu'ils ont découvert sous la glace de l'Antarctique. Alors, qu'est-ce que c'est? Roulement de tambour, s'il vous plaît. La NASA a trouvé 2 nouveaux lacs subglaciaires. Et ce qui est encore plus cool, c'est qu'ils ont repéré ces lacs depuis l'espace. Comment est-ce possible? Si ta réponse est grâce à des satellites high-tech, alors tu as raison. En 2003, la NASA a lancé un satellite appelé IceSat, qui a mesuré la masse de la calotte glaciaire et la hauteur des nuages et des aérosols. Le satellite a aussi permis de créer cette carte de l'Antarctique sans glace. En 2010, l'Agence spatiale européenne a lancé un 2e satellite, Cryosat 2. Son objectif, suivre les changements d'épaisseur de la glace. Puis, en 2018, la NASA en a lancé un 3e, IceSat 2, pour prendre la relève d'IceSat. Il a mesuré l'élévation de la calotte glaciaire et l'épaisseur de la glace de mer. Il s'agissait du laser d'observation de la Terre le plus avancé de la NASA. Il a fourni des données de la plus haute précision. Et lorsque ces données ont été combinées avec celles des autres satellites, il a été possible de repérer ces 2 nouveaux lacs près de 2 autres de plus grande taille. Mais d'abord, comment est-il possible que ces lacs existent? L'épaisseur moyenne de la plupart des glaces de l'Antarctique est d'environ 1,9 km. Cependant, elle peut atteindre plus de 2,8 km d'épaisseur à certains endroits, surtout en hiver. On pourrait donc se dire qu'il n'y a rien en dessous. Mais la science nous dit le contraire. Ce n'est pas vraiment visible à l'œil nu. Pourtant, la glace du continent s'écoule lentement, mais constamment, et ce dans différentes directions sous la pression de sa propre masse. Mais pendant de nombreuses années, les scientifiques ne comprenaient pas comment l'eau se déplaçait. Cela a commencé à changer en 2007, lorsque les données recueillies par l'IceSat ont permis de comprendre ce qui se cache sous la surface.
Ils ont découvert pour la première fois un réseau de lacs d'eau de fonte, tous connectés sous les courants de glace rapide de l'Antarctique. Et il y en avait des centaines. La glaciologue Hélène Amanda Fricker de la Scripps Institution of Oceanography a émis l'hypothèse que les changements d'élévation mesurés par l'ICESat se produisaient en raison de la dynamique de ces lacs. Ils ne retenaient pas l'eau de fonte de façon statique. Au lieu de cela, ils se remplissaient et se vidaient continuellement au fil du temps grâce à un système de canaux. Et au fur et à mesure, la glace au-dessus se soulevait et s'effondrait. Mais où allait toute cette eau ? Dans l'océan, bien sûr. Et il s'en écoule beaucoup. Une étude récente, coécrite par Fricker, a révélé que l'écoulement des eaux d'un lac déverse pas moins de 750 milliards de litres dans l'océan en seulement 3 jours. D'innombrables mystères concernant les phénomènes naturels attendent encore d'être résolus. Mais la découverte de ces 2 nouveaux lacs donne aux scientifiques une meilleure idée de la vitesse à laquelle la calotte glaciaire de l'Antarctique se modifie à mesure que le climat se réchauffe, ainsi que de la façon dont cela affecte les courants océaniques et l'élévation du niveau de la mer. Le cycle de remplissage et d'écoulement des lacs provoque également des fissures et des crevasses sur la couche de glace. Les informations que les chercheurs trouveront dans ces nouveaux lacs leur permettront donc de mieux comprendre ce qui se passe à la surface de la glace. Ils pourront aussi évaluer comment ce système de remplissage et d'écoulement influence la vitesse à laquelle la glace glisse dans les océans et les mers. Et cela signifie qu'ils pourront évaluer comment l'eau douce ajoutée peut modifier les écosystèmes marins. Cette découverte peut également nous permettre de savoir si la vie existe sous la glace. Génial! Les scientifiques ont foré à environ 1068 mètres dans la glace et ont découvert que les échantillons d'eau prélevés dans l'un des lacs contenaient environ 10 000 cellules bactériennes par millilitre. Un nombre aussi élevé de vie bactérienne est un bon signe, car cela signifie que les eaux glacées pourraient aussi abriter ces formes de vie plus développées, comme des micro-animaux. Et l'un de ces nouveaux lacs pourrait même être l'endroit où ils vivent. Mais le plus fascinant, c'est que ces nouveaux lacs pourraient les aider à comprendre si la vie est possible sur d'autres planètes. Les scientifiques pensent que la vie sous la surface gelée de la planète Mars, s'il y en a, pourrait correspondre au modèle observé dans les lacs de l'Antarctique. Il est donc possible qu'ils trouvent de nouvelles informations cruciales sur le type de vie qui a pu exister sur la planète rouge. Mais les hivers y sont plutôt rudes. La température la plus basse sur Terre est de moins 89,2 degrés Celsius. En 2010, la température est même tombée à moins 93,2 degrés Celsius. Et le ressenti de ce froid est bien pire en raison des vents forts et secs. Savais-tu que la superficie de la glace de l'Antarctique change aussi tout au long de l'année ? Elle fait environ 3 millions de kilomètres carrés en été. Mais en hiver, elle atteint 19 millions de kilomètres carrés. Pourtant, malgré ces changements, elle reste le plus grand morceau de glace existant sur Terre. Désolé l'Arctique, c'était bien tenté. Tu as déjà vu des manchots ? Eh bien, ces animaux sont les maîtres des lieux, car il n'y a pas de peuple indigène en Antarctique. C'est un no man's land, et aucun pays ne le possède. Sa véritable population est constituée de 5 espèces différentes de manchots, de phoques et d'orques. Malgré les conditions difficiles sur ce continent, tu peux aller y pêcher en touriste et y faire des recherches. Environ 5000 personnes résident sur le continent pendant l'été dans des stations de recherche. Mais quand l'hiver arrive, ce nombre diminue bien entendu, jusqu'à un petit millier. Enfin, la couche de glace de l'Antarctique représente 70% des réserves en eau douce de la planète. Imagine ce qui se passerait si elle fondait. Le niveau des mers, partout dans le monde, augmenterait de près de 60 mètres. Un iceberg colossal, plus grand qu'une ville, s'est détaché de l'Antarctique au milieu de l'année 2021. Il est si gros qu'il est 40 fois plus grand que Paris et 73 fois plus grand que Manhattan. Imagine que tu sors de ta petite cabane de vacances sur la côte d'Afrique du Sud, près de la ville de Port Elizabeth. Tu as une tasse de thé à la main car tu viens de te réveiller. Tu te tiens près du bord de ton belvédère, le vaste océan Indien devant toi. Un élément bizarre attire ton attention. Sur la droite, tu vois une chose si monumentale que tu ne peux pas comprendre ce que c'est. C'est une plaque de glace géante de 91 mètres de haut et qui s'étend sur des kilomètres à perte de vue. Elle avance lentement, mais sans relâche, en direction des profondeurs de la mer. Si elle va assez loin, elle pourrait arriver jusqu'à la côte ouest de l'Australie. Un groupe de dauphins joue devant elle, comme ils le font parfois à l'avant d'un navire.
Pourtant, il ne ressemble qu'à des taches comparées à la taille du mammouth. Tu es tellement choqué que tu laisses tomber ta tasse. Tes yeux sont aussi gros que des assiettes. On se croirait dans un film de science-fiction. Est-ce que tu rêves? Tu vois des choses? Non, c'est le A76. Il est réel et il est actuellement en mouvement. Ce qui pourrait lui arriver, tout le monde peut le deviner. Les scientifiques ont quelques théories, mais commençons par nous faire une idée de sa taille. L'iceberg fait 177 km de long et 25 km de large. Il a essentiellement la forme d'un doigt gigantesque. Si tu te tenais sur la côte de Douvres en regardant à travers la Manche vers la France, l'iceberg serait presque aussi large. La Manche fait 34 km de large à son point le plus étroit. Cela signifie qu'environ 2/3 de cette distance serait remplie par l'iceberg. Et ceci, s'il pointait du doigt vers le bas, pour ainsi dire. S'il était orienté dans l'autre sens, il pourrait encore entrer dans la Manche, mais en se rapprochant des points les plus étroits, il se fracasserait sur les côtes de l'Angleterre et de la France. Il passerait au-dessus de la Terre, il glisserait sur les champs verts de l'Angleterre. La glace blanche contrasterait avec le vert vif. Il passerait devant les vignobles de France, il abaisserait temporairement la température de tout ce qui l'entoure. Ses raisins seraient comme des cristaux de confiture. Il passerait juste au-dessus des autoroutes et les voitures s'arrêteraient pour observer cette chose colossale comme un visiteur d'une autre galaxie. Tu pourrais en cueillir des morceaux pour ton verre pendant qu'il passerait. Sinon, tu pourrais monter dessus et faire de l'escalade sur glace, juste dans la banlieue de Londres. Ce serait certainement pratique en été. Revenons à ce qui s'est réellement passé et ce que les scientifiques pensent qu'il va lui arriver. Au début de l'année 2022, A76 est l'iceberg flottant le plus grand du monde. Il s'est détaché de la plateforme de glace Filchner-Ronne en Antarctique à la mi-mai 2021. Le vélage de la glace, également appelé vélage des glaciers, est la rupture de morceaux de glace sur le bord d'un glacier. Elle s'éloigne alors de la masse de glace pour former une entité distincte. Si tu te trouvais dans les environs, tu entendrais beaucoup de craquements et un énorme grondement. Des blocs de glace allant jusqu'à 60 mètres se détacheraient et tomberaient dans l'eau. Cela causerait d'énormes vagues. Même les surfeurs aventureux ne voudraient pas s'attaquer à ces déferlantes. Le vélage de la glace est un événement naturel. La zone où A76 s'est détaché a connu peu de changements au cours des dernières décennies. Il y a eu des morceaux de glace encore plus grands que A76, mais celui-ci est actuellement le plus grand du monde. Les scientifiques du British Antarctic Survey, ou l'enquête antarctique britannique, l'ont repéré. Il existe des images satellites de son détachement capturées par le satellite Sentinel-1A de l'Agence spatiale européenne. La taille de l'iceberg au moment du vélage a été estimée à 4320 km². En ce moment, il se trouve dans la mer de Weddell, autour de l'Antarctique. La mer de Weddell fait partie de l'océan Austral. Elle a été nommée d'après le marin écossais James Weddell, qui a pénétré dans la zone en 1823. Les scientifiques estiment que la mer de Weddell possède l'eau la plus claire de toutes les mers. Imagine que tu puisses regarder dans ses profondeurs depuis un bateau. Quelle vue fantastique ça doit être! La région est pleine de baleines et de phoques. Lorsque tu regardes en bas, tu peux voir des orques, des baleines à bosse, de petits rorquals, des léopards de mer et des phoques crabiers. Et si tu regardes vers la terre ferme, tu verras probablement une colonie de manchots Adélie. Il s'agit de l'espèce dominante de manchots dans cette région, car ils s'adaptent à cet environnement difficile. En fait, c'est le seul endroit au monde où ils vivent. Quel incroyable éventail d'animaux sauvages à observer, confortablement installés sur le pont du navire, tout en buvant une autre tasse de thé chaud. Il fait assez froid dans ces régions, en plus, tu es arrivé le premier. Pour avoir une idée de ce qui pourrait arriver à A76, les scientifiques se réfèrent à d'autres données comme un iceberg encore plus gigantesque appelé A68. Il s'est détaché de la plateforme de glace Larsen C au large de l'Antarctique en 2017. Bien que cela puisse être passionnant, quoique un peu intimidant, de penser qu'il a également remonté la Manche, A68 a flotté vers des mers plus chaudes et au début de 2021, il s'était pratiquement désagrégé. C'est une disparition relativement rapide. Certains icebergs ont été observés en train de flotter pendant 18 ans. Supposons qu'ils restent dans les eaux relativement froides. Tout dépend de l'endroit où A76 décide d'aller. Les satellites ont aidé les scientifiques à suivre ces déplacements monstrueux alors qu'ils passaient inaperçus auparavant. C'est ainsi qu'ils savent qu'au 148e jour, cet iceberg s'est divisé en 3 fragments appelés de manière imagée A76A, A76B et A76C.
Les chiffres sont peut-être ennuyeux, mais ils sont basés sur le quadrant de l'Antarctique dans lequel ils ont été aperçus pour la première fois. Si ces énormes morceaux se brisent complètement, ils ne contribueront pas à l'élévation du niveau des mers, car ils faisaient déjà partie de la plateforme de glace flottante. Imagine ces morceaux de glace dans ton verre. Ils prennent déjà une certaine quantité d'espace. Ils vont simplement se transformer en eau. Les icebergs comme celui-ci sont différents des glaciers ou des couches de glace que l'on trouve sur Terre. Ce sont ces derniers qui contribuent à élever le niveau des mers lorsqu'ils se détachent et fondent. Par exemple, si l'ensemble de la calotte glaciaire de l'Antarctique fondait, cela pourrait faire monter le niveau des mers de près de 18 mètres. Si tu penses que le A76 est énorme, et il l'est clairement, il y en a un autre qui le fait paraître petit en comparaison. Dans les archives, le plus grand iceberg a été aperçu en novembre 1956 à 240 km à l'ouest de l'île Scott, dans l'océan Pacifique Sud. Ironiquement, il a été vu par un navire connu sous le nom de USS Glacier. Il avait une taille de plus de 31 000 km². Cet iceberg était plus grand que la Belgique. Ce qui peut arriver au morceau de l'A76 dépendra de quelques facteurs. Les courants océaniques peuvent avoir un impact significatif, de même que la direction et la vitesse du vent. Ils peuvent se rapprocher des côtes ou ils peuvent geler pour former une banquise. Ils peuvent également dériver vers des eaux peu profondes et toucher le fond marin, ce que l'on appelle le gougeage du fond marin. La partie la plus profonde de l'iceberg peut agir comme la quille d'un bateau. Elle s'enfonce dans le fond de l'océan et sa propre taille le fait avancer. Bientôt, il déchire le fond, créant un long et étroit sillon ou une gouge. Les poissons se disperseraient, la terre tremblerait, le bruit serait énorme. C'est un fait assez commun dans les environnements du large, près des endroits où se trouve la glace. Tu ne voudrais pas être en train de faire de la plongée à proximité quand l'un de ces phénomènes se produit. Cependant, ce serait une vue spectaculaire. En général, les icebergs se détériorent en fondant et en se fracturant, ce qui, comme tu peux l'imaginer, modifie leur masse et leur surface. Combiné au vent et au courant marin, cela peut rendre difficile la simulation des icebergs. En ce qui concerne le A76, nous devrons attendre et voir. Avant de partir, revenons à notre voyage imaginaire dans la Manche. L'île de glace, 73 fois plus grande que Manhattan, avec son gigantesque doigt gelé pointé vers la mer Celtique, avance sans cesse, sans pouvoir être arrêtée. Des centaines de milliers de personnes ont afflué sur les côtes d'Angleterre et de France pour assister à ce spectacle extraordinaire. Au sommet de la glace, des milliers de pingouins jouent joyeusement. Ils semblent presque saluer les nombreux spectateurs qui les encouragent à poursuivre leur chemin. Les enfants sautent de joie devant le spectacle le plus impressionnant qu'ils aient jamais vu. Qui n'a pas rêvé un jour de franchir le cercle polaire pour en admirer les merveilles naturelles, des ours polaires gambadant sur la banquise aux aurores boréales ondoyant dans le ciel? Eh bien, désolé de te l'apprendre, mais l'Antarctique, pour sa part, n'est pas prête de recevoir des touristes. Pourquoi, me diras-tu? Plongeons dans le vif du sujet. Tout d'abord, où se trouve l'Antarctique? Il se situe dans l'hémisphère sud, plus précisément au pôle. L'océan austral l'entoure et la majeure partie du continent est recouverte de glace, ce qui en fait l'un des endroits les plus isolés et les plus froids de la planète. As-tu déjà rencontré quelqu'un qui ait visité l'Antarctique? Probablement pas. C'est l'un des endroits les moins visités du globe, et seule une poignée d'explorateurs chanceux ont pu découvrir l'intérieur du continent, qui est principalement constitué de glaciers et autres champs de glace. Mais crois-moi, la faune et les paysages y sont extraordinaires. Pourquoi ne nous rendrions-nous pas en Antarctique? Tout d'abord, l'environnement y repose sur un équilibre incroyablement fragile et peut être facilement endommagé. De plus, il n'y a pas de population humaine autochtone sur le continent, de sorte que votre voyage reviendrait à visiter une immense île déserte. N'oublions pas non plus que c'est l'une des destinations les plus chères. Malgré tout, l'Antarctique n'est pas exactement gardé comme une forteresse, mais il est régi par un accord international, le traité sur l'Antarctique. Ce dernier a été négocié afin d'empêcher toute activité indésirable sur le continent et interdit certaines formes de tests effectués par les États membres. Mais la principale raison pour laquelle nous ne pouvons pas entrer comme ça dans l'Antarctique est que l'écosystème y est fragile et doit être protégé. Le traité stipule que l'Antarctique ne doit être exploité qu'à des fins pacifiques et qu'il doit être exempt de toute activité humaine susceptible de nuire à l'environnement. Les scientifiques n'ont pas fini d'en apprendre sur l'écosystème unique du continent, et notre activité ou nos machines pourraient perturber l'équilibre délicat qui y règne.
Si tu as toujours envie de te rendre en Antarctique, sache qu'il n'est pas facile d'obtenir une autorisation. Les citoyens américains, par exemple, doivent remplir un formulaire spécial et l'envoyer au Bureau des Affaires océaniques et polaires. Une fois sur place, il leur faut respecter des règles strictes pour préserver l'environnement, comme ne pas perturber la faune ou emporter de souvenirs tels que des pierres, des plantes ou des animaux. Et techniquement, peut-on vivre en Antarctique ? Bien qu'aucune loi n'interdise aux gens d'y résider à titre permanent, il s'agit d'un environnement très inhospitalier et inadapté à l'installation humaine. Les températures peuvent descendre à moins 60 degrés Celsius, voire encore plus bas, ce qui rend presque impossible la survie de quiconque sans l'équipement et l'expérience appropriée. De plus, la Terre la plus proche se trouve à plus de 1600 km, ce qui coupe complètement les habitants du reste du monde. Qui sait, peut-être aurons-nous un jour la chance de visiter ce continent unique et fascinant, mais en attendant, on se contentera de l'admirer de loin. Parlons maintenant un peu de la découverte de l'Antarctique. Contrairement à d'autres endroits déjà peuplés, l'Antarctique n'a jamais eu de population humaine autochtone. Les philosophes grecs de l'Antiquité avaient pourtant une notion de ce continent et l'ont baptisé Antarctos, qui signifie « en face de l'ours ». Les ours dont il est question ne sont pas les ours polaires, mais les constellations de la Grande et de la Petite Ourse, qui ne sont observables que dans l'hémisphère nord. Cette région est donc le contraire du pays de l'ours. À la fin du XVIIIe et au début du XIXe siècle, les navires de chasse à la baleine et aux phoques ont commencé à s'aventurer plus au sud lorsqu'ils doublaient le cap Horn, à l'extrémité de l'Amérique du Sud. On savait que pousser plus loin signifiait souvent des vents plus forts, mais aussi le risque de heurter des icebergs de toute taille. Sius courants imprévisibles pouvait s'avérer dangereux pour le navire et l'équipage. Le capitaine James Cook aura été le premier à franchir le cercle polaire antarctique le 17 janvier 1773 dans la région de la mer de Ross. Il a atteint un point plus au sud un an plus tard, et bien qu'il n'ait pas vu la Terre, l'a approché de moins de 80 km et a aperçu des dépôts rocheux retenus par des icebergs, indiquant qu'il existait bien une Terre plus au sud. Il est généralement admis que la première observation de l'Antarctique a eu lieu en janvier 1820, lors du voyage de 2 navires commandés par le capitaine Fabian Gottlieb von Bellingshausen et CE, dans le cadre d'une expédition de 2 ans autour du monde à la recherche de nouvelles terres. Les navires du capitaine auraient été les premiers à avoir franchi le cercle antarctique depuis Cook. Le premier débarquement incontesté en Antarctique n'a eu lieu que bien plus tard, le 24 janvier 1895, au Cap Adar, lors d'une escale d'un baleinier commandé par Henrik Bull et judicieusement nommé Antarctique. Un petit canot avec 6, ou peut-être 7, hommes à bord s'est alors contenté de ramer jusqu'au rivage par temps calme. Tu ne le croiras peut-être pas, mais l'Antarctique est en fait un désert. Avec toute cette glace, on pourrait penser qu'il s'agit d'un paysage de conte de Noël, avec des batailles de boules de neige et du chocolat chaud toute la journée. Lorsqu'on pense à un désert, on imagine plutôt des chameaux, des cactus et des gens qui font des pieds et des mains pour trouver de l'eau. Mais en Antarctique, c'est une toute autre histoire. La difficulté n'est pas de trouver de l'eau, mais de trouver quelque chose qui ne soit pas recouvert de glace. Les précipitations moyennes y ont été d'un peu plus de 10 mm au cours des 30 dernières années. Ça ne représente que quelques gouttes de pluie par rapport aux averses que nous connaissons. Techniquement, ce ne sont donc pas les dunes ou la chaleur torride qui font un désert. C'est l'absence de précipitations. Mais ne t'inquiète pas, si tu te perds en Antarctique, tu n'auras pas à craindre d'avoir soif. Veille simplement à emporter une veste et des moufles, car il fait assez froid pour te transformer en sorbet. Non seulement l'Antarctique est l'un des endroits les plus secs de la planète, mais c'est aussi le plus froid, le plus venteux et l'un des plus élevés. Par ailleurs, les manchots et les chercheurs de l'Antarctique ont parfois bien du mal lorsqu'il s'agit de se repérer dans le temps. En effet, contrairement à ceux qui se passent sur le reste de cette grande planète bleue, il n'y a pas de fuseau horaire en Antarctique. Toutes les lignes de longitude se rejoignent en un seul point au pôle sud, ce qui complique quelque peu la tâche lorsqu'il s'agit de déterminer l'heure qu'il est vraiment. Tu te dis peut-être, mais comment les scientifiques et les chercheurs font-ils pour garder la notion du temps là-bas ? Bonne question. Ils s'en tiennent généralement au fuseau horaire du pays d'où ils sont partis. Cependant, avec des stations du monde entier réparties sur le continent, les choses peuvent vite devenir un peu bizarres. Imagine que tu essayes de te coordonner avec les pays voisins sans les réveiller accidentellement au milieu de la nuit. On pourrait penser que peu de choses peuvent survivre dans un endroit où la température est aussi basse, où le soleil pointe à peine,
et où le vent peut emporter aussi vite qu'un fétu de paille. Eh bien, comme dans de nombreux endroits sur Terre, la vie a également trouvé le moyen d'exister en Antarctique. Crois-le ou non, ce continent gelé est en pleine effervescence. Il abrite des milliards de krill, qui attirent à leur tour de nombreux phoques et plus de manchots qu'il n'est possible d'en compter. Mais ne te fie pas à leur apparence mignonne et câline. Les manchots sont des nageurs hors pair, dont le corps fuselé rendrait jaloux les plus grands médaillés olympiques. Ils se rendent sur le rivage pour se reproduire et se rafraîchir, mais leur véritable talent consiste à se chipper des cailloux entre eux et à former des cercles mathématiquement précis pour conserver leur chaleur. L'Antarctique abrite également la plus grande espèce de manchot sur Terre. Il s'agit du manchot empereur. Certes, ces oiseaux sont bien incapables de voler, mais cela ne signifie pas qu'ils ne savent pas sauter. À vrai dire, certains d'entre eux peuvent effectuer des bonds de 3 mètres hors de l'eau. Et n'oublions pas les phoques, avec leur corps poilu et leur chant mélodieux. Ces mammifères marins sont également protégés par le traité sur l'Antarctique et prospèrent dans les eaux fraîches de l'océan austral. Mais les véritables vedettes du spectacle sont les baleines. Pendant l'été antarctique, ces énormes créatures viennent en masse pour se repaître d'une abondance de krill. C'est un véritable buffet pour les baleines. La plupart des gens savent que les pyramides ont été construites pour servir de tombeau aux pharaons, afin de leur assurer un voyage sans encombre vers l'au-delà. La grande pyramide de Gizeh, par exemple, a été construite pour le pharaon Khéops. Mais ce que la plupart des gens ignorent, c'est que cette tradition de construction de pyramides a commencé ici même, avec la pyramide à degrés de Djeser, il y a environ 4700 ans. Cette structure massive a été construite pour le pharaon Djeser, un souverain de la 3e dynastie égyptienne. Elle s'élève sur 6 niveaux au-dessus du sol et mesure environ 60 mètres de haut. Aujourd'hui, nous la considérons comme un projet architectural phénoménal. Mais pour les anciens Égyptiens, la pyramide à degrés de Djeser représentait plutôt une vaste expérience. Un essai, si l'on peut dire, destiné à perfectionner leurs compétences en matière de construction, avant de passer à des pyramides encore plus ambitieuses. Atteindre de nouveaux sommets est très excitant, mais le véritable mystère réside dans ce qui se passe sous terre. Dans le labyrinthe souterrain de cette pyramide, un réseau de tunnels s'étend sur environ 5,5 km. Certains chercheurs pensent que ces tunnels pourraient avoir fait partie d'un système d'adduction d'eau très sophistiqué, et cela pourrait changer complètement notre vision de la construction des pyramides. Parlons de ce complexe massif situé à Saqqara. Autour de la pyramide, il y a ce qu'on appelle une douve sèche, une tranchée continue qui fait environ 50 mètres de large et près de 3 km de long. Elle forme une sorte de rectangle autour de la pyramide. Cette tranchée a une profondeur moyenne d'une vingtaine de mètres. Si l'on additionne toute la terre et la roche creusée pour créer cette douve, cela représente environ 10 fois le volume de la pyramide elle-même. Pendant longtemps, les gens ont pensé que cette tranchée n'était rien d'autre qu'une immense carrière, un endroit où l'on avait extrait de la pierre et de l'argile pour construire la pyramide à degrés. C'est logique, non? Mais en y regardant de plus près, on s'est aperçu qu'il n'en était rien. La tranchée est trop étroite et trop profonde pour avoir été exploitée, et son tracé ne correspond à rien de ce que nous savons des méthodes d'extraction de l'Égypte ancienne. De plus, certaines sections de la tranchée sont recouvertes d'un plafond rocheux, ce qui aurait rendu son utilisation comme carrière pratiquement impossible. Une théorie suggère que la douve sèche avait une signification spirituelle. Il s'agissait peut-être d'un lieu sacré, où les âmes des nobles se réunissaient pour servir le roi défunt dans l'au-delà. Des niches dans les murs évoquent bien cette fonction spirituelle. Mais la plupart des chercheurs pensent qu'elle n'a été développée que bien plus tard, longtemps après la construction du complexe. Alors, à quoi la douve servait-elle vraiment? En 2020, un chercheur a émis une idée assez intrigante. Il est possible que cette tranchée ait été conçue pour recueillir et canaliser l'eau, en particulier après de fortes pluies. Cela semble logique si l'on considère son emplacement. La douve se trouve dans une zone qui aurait facilement pu être inondée par les eaux de ruissellement provenant des plaines voisines. Cela pourrait également expliquer pourquoi la tranchée n'a été utilisée pour de nouvelles tombes que bien plus tard, lorsque le climat est devenu plus sec et le site moins sujet aux inondations. Mais l'histoire devient encore plus fascinante, car cette tranchée semble faire partie d'un système hydraulique plus vaste et plus élaboré à l'intérieur du complexe de Djeser. C'est comme si elle comportait plusieurs compartiments, soigneusement taillés dans la roche et reliés par des tunnels. Ces compartiments faisaient probablement partie d'un système de traitement de l'eau.
L'eau s'écoulait d'un compartiment à l'autre, se purifiant au fur et à mesure qu'elle progressait. C'est ici que les choses commencent à se rattacher à la pyramide elle-même. Le complexe de Djéser comporte une série de puits souterrains, et certains chercheurs pensent que l'eau de la douve a pu être utilisée pour alimenter un système d'ascenseur hydraulique. Cet ascenseur hydraulique géant aurait alors servi à soulever les lourdes pierres nécessaires à la construction de la pyramide. Il fonctionnait comme un volcan, mais au lieu de lave, c'est de l'eau qui soulevait les blocs de pierre. Imaginez un grand trou profond dans le sol au centre du site de la pyramide. À l'intérieur de ce trou, il y avait une énorme plateforme en bois, un peu comme un radeau géant qui pouvait monter et descendre. Lorsque les ouvriers voulaient soulever une pierre lourde, ils remplissaient le trou d'eau. Lorsque le niveau de l'eau montait, la plateforme en bois se mettait à flotter, emportant la pierre avec elle, un peu comme un ascenseur géant. Lorsque la pierre atteignait la bonne hauteur, les ouvriers la faisaient glisser de la plateforme vers la pyramide. L'idée, c'est que l'eau de la tranchée, après avoir été nettoyée et filtrée, se serait écoulée dans ces puits. Un flotteur énorme, peut-être en bois, s'élevait alors au fur et à mesure que l'eau remplissait le puits, soulevant les pierres jusqu'à l'endroit où on en avait besoin pour la construction. Une fois la pierre en place, l'eau était évacuée et la plateforme redescendait, prête à soulever la pierre suivante. Ce système de levage hydraulique sophistiqué aurait pu changer la donne, rendant l'ensemble du processus de construction beaucoup plus rapide et efficace, et permettant d'économiser de la main-d'œuvre. C'est comme si les anciens Égyptiens avaient déjà adopté la notion selon laquelle travailler plus intelligemment vaut mieux que travailler plus durement. Mais bien sûr, tout le monde n'est pas d'accord avec cette théorie. Certains experts affirment que la zone où a été construite la pyramide à degrés de Djéser n'aurait pas pu fournir suffisamment d'eau. Les pluies étaient assez rares pour entretenir un système hydraulique aussi élaboré. La théorie principale suggère qu'il y avait peut-être un lac à proximité qui se serait rempli après chaque période de pluie et qui aurait fourni l'eau dont le complexe avait besoin pour son système hydraulique. Or, aucun écrit de l'Égypte ancienne ne fait mention d'un tel lac. Il s'agit donc plus d'une hypothèse que d'une réalité. Et puis, il y a la question du travail lui-même. Vous vous souvenez que j'ai dit que cette méthode aurait pu permettre aux anciens bâtisseurs d'élever des pierres avec beaucoup moins d'efforts? Ce n'est peut-être pas tout à fait vrai. Selon certains experts, la construction de ce dispositif aurait nécessité beaucoup plus de travail que le simple déplacement des blocs de pierre nécessaires à l'édification du monument. Et n'oublions pas que la pyramide à degrés de Djéser est relativement petite comparée à celles qui ont suivi. Les pierres utilisées pesaient en moyenne 300 kg chacune, ce qui n'est rien comparé aux blocs de plus de 2,5 tonnes utilisés plus tard pour la pyramide de Khéphren. S'il nous faut complètement écarter cette théorie de l'ascenseur hydraulique, il nous reste à expliquer comment cette pyramide a été construite. Pour répondre à cette question, nous devons revenir un peu en arrière et parler des plans d'origine. Avant que la tombe de Djéser ne devienne une pyramide, l'idée était de construire un simple mastaba. Ce type de tombeau était assez courant dans les périodes antérieures. Une structure rectangulaire à toit plat avec des côtés inclinés. Mais une fois le mastaba original terminé, ils auraient décidé de l'agrandir un peu en ajoutant quelques couches supplémentaires. Ils auraient ensuite ajouté d'autres couches jusqu'à ce que la construction atteigne 6 niveaux distincts, chacun plus petit que le précédent. Et ils auraient probablement fait tout cela en soulevant ces lourdes pierres à l'aide de passerelles, et non d'un ascenseur hydraulique. Nous ignorons encore beaucoup de choses sur la pyramide à degrés de Djéser. Des recherches supplémentaires sont certainement nécessaires pour comprendre comment ce système fonctionnait, ou s'il a même existé. Mais l'idée d'utiliser de l'eau pour construire une pyramide apporte une nouvelle dimension à notre compréhension de l'ingénierie de l'Égypte ancienne. Cela nous rappelle avec force à quel point ces bâtisseurs étaient intelligents et ingénieux, mettant à profit les ressources naturelles dont ils disposaient pour créer l'un des monuments les plus emblématiques de l'histoire. À première vue, on pourrait penser que le Soleil brûle. Ce n'est toutefois pas le cas, car la combustion de notre étoile n'est pas de nature chimique, mais repose sur la fusion nucléaire. Le Soleil ne risque donc pas de manquer d'oxygène ou d'interrompre sa combustion, puisqu'il n'utilise pas d'oxygène pour brûler. Contrairement à la combustion du carbone qui nécessite de l'oxygène, ce processus s'arrête en l'absence de ce dernier. Prenez l'exemple d'une bougie. Si vous la couvrez,
Elle n'aura plus accès à l'oxygène et cessera de brûler. En revanche, la fusion nucléaire consiste à fusionner les noyaux d'atomes pour former de nouveaux noyaux plus massifs, ce qui entraîne la transformation de ces atomes en de nouveaux éléments. Ce processus ne requiert ni oxygène ni aucune autre substance. Il suffit d'une pression ou d'une température suffisamment élevée pour rapprocher les noyaux des atomes, permettant ainsi de surmonter leur répulsion électrostatique et de les fusionner en un seul noyau. En 2011, 2 équipes d'astronomes ont découvert un immense nuage d'eau flottant dans l'espace. Il s'agit du plus grand et du plus lointain réservoir jamais détecté dans l'univers. Ce nuage de vapeur d'eau entoure un gigantesque trou noir, appelé quasar, situé à 12 milliards d'années-lumière de la Terre. L'environnement qui règne autour de ce quasar est probablement unique, produisant d'énormes quantités d'eau par la collision des atomes d'hydrogène et d'oxygène. Ce nuage contient 140 000 milliards de fois la quantité d'eau présente sur notre planète, ce qui pourrait fournir à chaque être humain l'équivalent de 20 000 planètes en eau. Plus impressionnant encore, les astronomes estiment que ce nuage d'eau s'est formé à peine 1,6 milliard d'années après la naissance de l'univers. Pour les scientifiques, c'est une preuve supplémentaire que l'eau est omniprésente dans l'univers et existait dès ses débuts. Avant cette découverte, on n'avait jamais observé de vapeur d'eau aussi loin dans l'univers primitif. Bien que notre galaxie, la Voie lactée, contienne également de l'eau, la majorité de cette eau se trouve sous forme de glace. L'eau n'est pas la seule substance à flotter dans l'espace, on y trouve également de l'alcool. En 2009, des chercheurs examinant un vaste nuage de gaz et de poussière au centre de notre galaxie ont fait une découverte surprenante. La présence de formiate d'éthyle, une molécule responsable de l'arôme sucré des framboises. Ils ont également identifié une autre région intéressante, riche en alcool éthylique, le même que l'on retrouve dans de nombreuses boissons. Au pôle nord de Saturne, une tempête énigmatique fait rage. D'une taille gigantesque, elle s'étend sur une superficie plus vaste que celle de notre planète et présente un motif hexagonal déconcertant. À ce jour, l'origine de cette forme inhabituelle demeure inexpliquée. Découvert pour la première fois en 1987, cet hexagone est resté caché dans l'obscurité jusqu'à ce que la lumière du Soleil le révèle à nouveau. Peu après, la sonde Cassini, spécialement conçue pour l'exploration du système saturnien, a capturé une série d'images saisissantes, ainsi qu'une vidéo de cette tempête hexagonale. Il s'est avéré que sa taille était colossale, avec une profondeur estimée à environ 290 km. L'œil de la tempête est 50 fois plus grand que celui des tempêtes typiques sur Terre. De plus, elle change progressivement de couleur, passant du bleu au doré. Des vents composés d'hydrogène et d'ammoniac encerclent la tempête, atteignant une vitesse de plus de 480 km/h. Elle possède plusieurs centres, dont certains tournent dans le sens horaire et d'autres dans le sens inverse. Le plus grand vortex, qui paraît blanc, est 2 fois plus massif qu'un ouragan ordinaire sur Terre. Quant à l'hexagone en lui-même, il s'agit d'un courant de jet formé de gaz atmosphérique. Les spécialistes le décrivent comme un simple courant fait d'air et de phénomènes météorologiques. Un détail intrigant réside dans la présence d'un vortex à une altitude supérieure à celle des nuages de Saturne, ressemblant à une structure imposante. Les aurores de Saturne, provoquées par le champ magnétique de la planète, se situent au-dessus de l'hexagone, ajoutant une touche onirique à son apparence. Des astronomes ont découvert un gigantesque volcan potentiellement actif près de l'équateur de Mars, qui était littéralement à découvert mais resté inaperçu. Ce volcan est ancien et fortement érodé, mais semble encore en activité. Il pourrait même subsister des traces de glaciers à sa base. Cette découverte ouvre la voie à un site prometteur pour la recherche de vie et constitue également une destination potentielle pour de futures explorations, tant humaines que robotiques. La structure n'a pas encore reçu de nom officiel et est provisoirement désignée sous le nom de volcan Noctis. Elle culmine à 9000 mètres et s'étend sur une distance impressionnante de 450 km.
Une telle envergure suggère que le volcan est actif depuis une période prolongée. Dans sa partie sud-est, on observe un mince dépôt volcanique récent, et il est possible que de la glace subsiste encore en dessous. À environ 700 millions d'années-lumière de la Terre se trouve un immense vide, dépourvu de galaxies, d'étoiles, de planètes ou d'astéroïdes. Un néant total. Ce vide, de forme vaguement sphérique, mesure environ 330 millions d'années-lumière de diamètre. Notre galaxie, la Voie lactée, pourrait y tenir des milliards de fois. Ce phénomène est connu sous le nom de vide du Bouvier, situé dans la constellation du même nom. C'est le laboureur qui conduit les 7 bœufs du Septentrion. Initialement surnommé le Grand Rien, il a par la suite reçu son nom actuel. Aujourd'hui, nous savons que les galaxies forment une structure semblable à une toile géante. La majorité d'entre elles appartiennent à de longues formations appelées filaments, qui traversent l'univers et se rencontrent pour créer des zones de forte densité, connues sous le nom d'amas de galaxies. Cependant, entre ces amas et ces filaments se trouvent d'immenses vides, presque totalement dépourvus de galaxies. Ces vides représentent près de 80% de l'univers observable, et la plupart d'entre eux sont gigantesques, mesurant de 30 à 300 millions d'années-lumière de diamètre. Le vide du Bouvier est l'un des plus massifs, au point d'être qualifié de super-vide. Les astronomes estiment qu'il pourrait être le fruit de la fusion de plusieurs vides plus petits. Il existe une planète en diamant qui orbite autour d'une étoile dans la constellation du Cancer et accomplit une rotation complète en seulement 18 heures terrestres. Ce corps céleste porte le nom scientifique de 55 Cancri E. Son rayon est 2 fois plus grand que celui de la Terre et sa masse est 8 fois supérieure. Cette planète est extrêmement chaude, avec des températures sur sa face éclairée, pouvant atteindre près de 2760 degrés. Ce qui est encore plus fascinant à propos de 55 Cancri E, c'est que, d'après certains spécialistes, au moins un tiers de sa masse pourrait être constitué de diamants. Cela correspond à environ 3 fois la masse de notre planète. Imaginez, une véritable fortune flottant là-bas dans l'espace. Vous vous demandez combien cette planète pourrait valoir? Eh bien, quelqu'un l'a déjà calculé. Le chiffre est tout simplement astronomique, sans mauvais jeu de mots. La valeur estimée s'élève à 26,9 quintillions de dollars. Et si ce chiffre vous semble aussi abstrait qu'à nous, il s'agit de 26,9 suivi de 30 zéros. À titre de comparaison, l'un des diamants les plus chers jamais découverts sur Terre est le Cullinan. Sa valeur atteint 2 milliards de dollars, et son poids d'origine était de 3106,75 carats, soit plus de 620 grammes. Ce diamant reste le plus grand jamais trouvé à l'état brut. Par la suite, il a été découpé en plusieurs pierres plus petites. La plus grande d'entre elles est le Cullinan A, également appelé l'étoile d'Afrique, qui pèse environ 530 carats. Mais à côté de la planète diamant, même ce joyau colossal paraît dérisoire. Les nébuleuses sont d'immenses nuages de gaz et de poussière, et certaines arborent des formes étonnamment inhabituelles, presque comme si elles avaient été façonnées ainsi intentionnellement. Au fil du temps, la gravité attire et regroupe ces amas de gaz et de poussière, les faisant grandir et renforçant leur champ gravitationnel. Finalement, lorsque la masse devient suffisamment importante, elle s'effondre sous son propre poids et donne naissance à de nouvelles étoiles. Parmi les nébuleuses les plus spectaculaires, on trouve la nébuleuse du Papillon, dont l'envergure excède les 3 années-lumière. La structure interne de cette nébuleuse est l'une des plus complexes jamais observées. L'étoile centrale, une naine blanche, atteint une température incroyable de 250 000 degrés, ce qui suggère qu'elle provient d'une étoile massive, probablement plus de 5 fois la taille de notre Soleil. Cette naine blanche est entourée d'un épais disque de gaz et de poussière à l'équateur, ce qui donne à la nébuleuse son apparence distinctive de sablier ou de papillon. La nébuleuse de la Lyre ressemble à un immense nuage de poussière et de gaz entourant une étoile ancienne et presque éteinte. À première vue, elle ressemble à un anneau, mais les astronomes affirment qu'elle est bien plus que cela. C'est plutôt un beignet fourré. Cet objet coloré, situé à plus de 2000 années-lumière de la Terre,
ressemble en fait à une ceinture enveloppant une structure bleue de forme sphérique. Chaque extrémité de cette structure dépasse des côtés opposés de l'anneau. Les piliers de la création ressemblent à quelque chose d'un autre monde. Voyez par vous-même. Ils se trouvent à 7000 années-lumière de la Terre, dans la nébuleuse de l'Aigle, un jeune amas d'étoiles âgé de seulement 5,5 millions d'années. À l'échelle spatiale, ce sont des bébés. Le télescope spatial Hubble a réussi à capturer l'image de plusieurs silhouettes sombres près du centre de la nébuleuse. Et maintenant, vous pouvez les contempler de vos propres yeux. Ce sont les fameux piliers de la création, une région active de formation d'étoiles. Admirez plutôt cette image célèbre. Les couleurs bleues représentent l'oxygène, le rouge correspond au soufre, et le vert indique la présence d'hydrogène et d'azote. Les piliers sont aussi baignés d'une lumière ultraviolette provenant d'un amas voisin de jeunes étoiles. Malheureusement, les vents de ces étoiles érodent lentement mais sûrement ces magnifiques tours de gaz et de poussière. Loin dans l'espace, une galaxie fantomatique et extrêmement ancienne flotte seule. Elle brille d'une faible lueur stellaire et n'a pratiquement pas changé depuis des milliards d'années. Les astronomes ne savent ni pourquoi elle est là, ni comment elle s'est formée. Voici DGSat I, une galaxie fossile. Elle est aussi grande que la Voie lactée mais presque invisible, car ses étoiles sont extrêmement dispersées. Ce qui rend cette galaxie unique, c'est qu'elle est isolée, contrairement aux autres galaxies de ce type qui se trouvent généralement en amas. Cela pourrait indiquer que DGSat I s'est formée à une époque différente, probablement à peine 1 milliard d'années après le Big Bang. Si c'est vrai, cette galaxie est un véritable fossile stellaire. Les astronomes ont découvert le trou noir stellaire le plus grand jamais observé dans notre Voie lactée. Ce nouveau monstre spatial est 33 fois plus massif que le Soleil et se trouve à 2000 années-lumière de nous. Jusqu'à récemment, le plus grand trou noir stellaire connu dans notre galaxie était environ 20 fois plus gros que notre étoile. Et en comparaison, un trou noir stellaire moyen a généralement une masse d'environ 10 fois celle du Soleil. Les scientifiques ont repéré ce trou noir géant après avoir observé une étoile qui vacillait en orbite dans cette zone. Ce trou noir a été baptisé Gaia BH3. Sa proximité avec la Terre en fait le deuxième trou noir le plus proche de notre planète jamais découvert. Le plus proche se nomme Gaia BH1 et se situe à environ 1560 années-lumière de nous. Ce voisin étonnamment proche a une masse d'environ 9,6 fois celle du Soleil, ce qui signifie qu'il est beaucoup plus petit que le trou noir nouvellement découvert. Gaia BH3 se trouve dans la constellation de l'Aigle. Vue depuis la Terre, elle évoque la silhouette d'un aigle majestueux. Ce qui surprend, c'est que les astronomes ne s'attendaient pas à découvrir un trou noir aussi massif et aussi proche de la Terre, resté invisible pendant si longtemps. Regardez cette fascinante exoplanète. Elle ressemble à un œil énorme flottant dans l'espace. Mais ce n'est pas le plus intrigant. Découverte en 2017, LHS M140b est l'un des endroits les plus prometteurs pour la recherche de vie en dehors de notre système solaire. Cette exoplanète pourrait abriter un océan global recouvert de glace, dont l'Iris, une immense région de 4000 km de diamètre, fixe en permanence son étoile hôte. Elle possède un rayon 73% plus grand que celui de la Terre et une masse 5,6 fois plus grande, faisant d'elle un monde potentiellement habitable. Cette planète œil géant tourne bien plus près de son étoile que ne le fait la Terre. Elle n'a besoin que de 25 jours pour boucler une orbite entière. Si son étoile ressemblait à notre Soleil, une telle proximité rendrait l'apparition de la vie impossible. Mais il s'agit d'une naine rouge froide et peu lumineuse, ce qui place l'exoplanète dans la zone habitable de son étoile, où l'eau ne gèle pas entièrement ni ne s'évapore complètement. Actuellement, LHS M140b semble être l'une des meilleures candidates pour abriter la vie dans notre voisinage cosmique.
Les éruptions solaires sont des bouffées intenses de rayonnement électromagnétique pouvant durer de quelques minutes à plusieurs heures. Elles surviennent lors de perturbations magnétiques à la surface du Soleil, lorsque les lignes de champ magnétique s'entrelacent et se brisent, libérant de grandes quantités d'énergie, y compris des rayonnements ultraviolets et des rayons X dévastateurs. Ces lignes apparaissent dans les taches solaires, des régions plus sombres et plus fraîches à la surface du Soleil, formées par des champs magnétiques remontant des profondeurs de notre étoile. Quant aux éjections de masse coronale déclenchées par ces éruptions solaires, elles sont projetées dans l'espace et peuvent frapper planètes, satellites et tout objet sur leur chemin. Lorsqu'elles atteignent la Terre, elles provoquent des tempêtes géomagnétiques qui, en plus de créer de magnifiques aurores polaires, peuvent causer des pannes de réseaux électriques et des dysfonctionnements de satellites. Tous ces phénomènes solaires extrêmes, éjections de masse coronale, taches et éruptions solaires, s'intensifient considérablement durant le pic du cycle d'activité solaire de 11 ans, connu sous le nom de maximum solaire. À l'approche de ce pic, l'activité du Soleil augmente fortement. Il projette d'énormes quantités de plasma en fusion, émet des flux puissants de radiation et fait apparaître des taches solaires de dimension planétaire. Initialement, les experts prévoyaient que le cycle solaire actuel atteindrait son apogée en 2025. Toutefois, au vu de l'augmentation récente du nombre de taches, de la fréquence des tempêtes solaires intenses et d'autres phénomènes rares, il semble que ce maximum puisse survenir plus tôt que prévu. Cette planète, dénommée WASP 193b dans le domaine scientifique, est si légère qu'on la compare souvent à un morceau de peluche. Surnommée la planète Barbe à Papa, elle se situe à environ 1200 années-lumière de la Terre. Bien que nous ne puissions l'observer directement, les scientifiques estiment que cette planète ressemble à une version plus grande et plus volumineuse de Jupiter. Elle possède une densité extrêmement faible, rendue d'autant plus particulière par sa température élevée et la luminosité infrarouge de son étoile hôte. À noter que son rayon n'est supérieur que de 46% à celui de Jupiter, tandis que sa masse ne représente que 14% de celle de notre géante gazeuse, ce qui en fait un cas atypique parmi les planètes connues. Un gros plan sur cette planète suffit à illustrer sa nature vaporeuse, cotonneuse presque. Il serait absolument impossible de se tenir sur sa surface, même si vous parveniez à l'atteindre. Ce type de planète est exceptionnellement rare, et cette légèreté inhabituelle pourrait être due à l'influence de son étoile, qui la réchauffe et la dilate, à la façon d'un marshmallow trop grillé près d'un feu de camp. Grâce à sa densité extraordinairement basse, WASP 193b se distingue parmi les plus de 5000 exoplanètes découvertes à ce jour, apparaissant comme une véritable anomalie dans le vaste catalogue des mondes extrasolaires. En mai 2024, les étonnantes aurores qui ont illuminé le ciel nocturne ont démontré toute la puissance des radiations émises par les tempêtes solaires. Mais parfois, notre Soleil fait des choses bien plus destructrices. Je parle des événements liés aux particules solaires. Au cours de ceux-ci, des explosions de protons provenant directement de la surface du Soleil peuvent jaillir comme de gigantesques projecteurs cosmiques. D'après les relevés, une éruption extrême de particules frappe la Terre tous les 1000 ans environ. Il cause souvent de graves dommages à la couche d'ozone et augmente les niveaux de rayonnement ultraviolet à la surface de notre planète. Heureusement, le champ magnétique terrestre constitue un puissant cocon protecteur. Il repousse les radiations chargées d'électricité en provenance du Soleil. Dans son état normal, ce champ fonctionne comme un énorme aimant, avec des lignes de champ qui partent d'un pôle, font le tour de la planète et retombent à l'autre pôle. Ce schéma est parfois appelé pamplemousse inversé. Cette orientation verticale du champ magnétique au pôle permet à certains rayonnements cosmiques ionisants de traverser le champ jusqu'à la haute atmosphère. Là, il interagit avec les molécules de gaz et produit les lueurs que nous connaissons sous le nom d'aurore. Mais au fil du temps, la bulle protectrice de la Terre se modifie. Au cours du siècle dernier, le pôle magnétique nord s'est déplacé à une vitesse d'environ 40 km par an à travers le nord du Canada. De plus, il s'est affaibli de plus de 6%. Plus choquant encore, d'après les archives géologiques, il y a eu des périodes de plusieurs siècles
et millénaires pendant lesquels le champ magnétique de notre planète était très faible ou totalement absent. Mais nous reviendrons sur ces périodes tragiques plus tard. Il est facile d'imaginer à quoi ressemblerait notre planète sans sa bulle protectrice en observant Mars. La planète rouge a perdu son champ magnétique global il y a très longtemps. Et lorsque ce champ a disparu, la majeure partie de l'atmosphère de Mars s'est elle aussi volatilisée. En mai 2024, la planète a subi un puissant bombardement de particules solaires. Ce phénomène a perturbé le fonctionnement de la sonde Mars Odyssey et a entraîné une augmentation des niveaux de radiation à la surface de la planète rouge. Ils étaient 30 fois plus élevés que ce qu'une personne reçoit lors d'une radiographie du thorax. L'atmosphère supérieure du Soleil émet en permanence un flux changeant d'électrons et de protons, le vent solaire. Parallèlement, la surface de l'étoile produit des bouffées d'énergie, principalement constituées de protons, lors d'événements impliquant des particules solaires. Ces bouffées d'énergie sont liées aux éruptions solaires, des explosions extrêmement puissantes de rayonnement électromagnétique qui peuvent durer de quelques minutes à quelques heures. Les protons sont beaucoup plus lourds que les électrons et transportent plus d'énergie. C'est pourquoi ils peuvent atteindre les niveaux inférieurs de l'atmosphère terrestre et activer les molécules de gaz présentes dans l'air. Ces molécules activées émettent des rayons X invisibles à l'œil nu. Des dizaines et des centaines d'événements de particules solaires relativement faibles se produisent au cours de chaque cycle solaire. Parlons un peu de ces cycles. De loin, le Soleil semble calme et stable. Mais si vous zoomez, vous verrez que sa surface est constamment en ébullition et en mouvement. Il se transforme sans cesse, passant d'un océan de feu uniforme à un chaos de plasma déformé, et vice-versa, selon un cycle continu. Tous les 11 ans environ, le champ magnétique de notre étoile s'en mêle littéralement. Imaginez une boule faite d'élastique serré, et vous aurez une idée de ce à quoi il ressemble. Et puis, à un moment donné, le champ se brise, et se retourne complètement, transformant le pôle nord en pôle sud. Juste avant cet événement, le Soleil accélère son activité. Il se met à cracher de gigantesques boules de plasma enflammées, à émettre de puissants flux de radiation et laisse apparaître des taches de la taille d'une planète à sa surface. Cette période porte le nom de maximum solaire. C'est une période assez dangereuse pour la Terre, car elle est alors régulièrement frappée par des tempêtes solaires. Ces tempêtes peuvent perturber les communications et endommager les infrastructures électriques. Pire encore, les tempêtes solaires peuvent nuire aux astronautes qui travaillent dans l'espace et même faire s'écraser des satellites sur la planète. Lorsque le cycle s'achève, il s'estompe pour laisser place au minimum solaire, puis un nouveau cycle commence. Revenons à nos événements de particules solaires. Les chercheurs en ont trouvé des traces extrêmement puissantes tout au long de l'histoire de la Terre. Certains de ces événements furent des milliers de fois plus puissants que tout ce que nos instruments modernes ont jamais enregistré. Ces événements solaires extrêmes se produisent environ tous les quelques millénaires. Le plus récent s'est produit vers l'an 993 de notre ère. Au-delà de leur effet immédiat, les événements de particules solaires peuvent déclencher une chaîne de réactions chimiques dans la haute atmosphère. Ces processus entraînent souvent une diminution de l'ozone, ce qui n'est pas une bonne chose. L'ozone absorbe les rayons UV qui peuvent endommager non seulement notre vue, mais aussi l'ADN de tous les êtres vivants. En outre, la modification des quantités d'ozone dans l'atmosphère peut avoir une incidence sur le climat. Lors d'une étude récente, des chercheurs ont utilisé de grands modèles informatiques pour examiner comment les événements extrêmes de particules solaires affectent la Terre. Ils ont découvert que si un bombardement de protons nous frappe à un moment où le champ magnétique de notre planète est très faible, les dommages causés à l'ozone peuvent durer 6 ans. En outre, le niveau de rayonnement UV peut augmenter de 25%, ce qui accroît les dommages causés par l'énergie solaire d'environ 50%. Apparemment, cette combinaison spectaculaire d'un champ magnétique faible et d'une éruption de protons se produit assez souvent. Certains chercheurs pensent que cela pourrait même expliquer certains événements mystérieux survenus dans le passé de notre planète. Par exemple, la période la plus récente de champs magnétiques faibles a commencé il y a 42 000 ans et a duré environ 1 millier d'années. Cette période a entraîné une inversion temporaire des pôles nord et sud. Plusieurs événements majeurs de l'évolution se sont produits pendant cette période. Par exemple, les derniers néandertaliens ont disparu en Europe et la mégafaune marsupiale s'est éteinte en Australie.
Oui, malheureusement, nous ne verrons plus de wombats ni de kangourous géants. Un autre événement lié à l'évolution, encore plus important, pourrait également avoir été associé au champ géomagnétique de la Terre. Les animaux multicellulaires sont apparus à la fin de la période édiacarienne, qui a débuté il y a environ 635 millions d'années. Cette apparition a eu lieu après une période de 26 millions d'années, au cours de laquelle le champ magnétique était extrêmement faible, voire inexistant. L'évolution rapide de différents groupes d'animaux lors de l'explosion cambrienne, il y a environ 539 millions d'années, pourrait également avoir été liée à des niveaux élevés d'UV et au géomagnétisme. L'évolution simultanée de coquilles, dures et d'yeux dans de nombreux groupes non apparentés pourrait être le résultat de la nécessité de détecter les rayons UV et de s'en protéger. Une inversion complète des pôles magnétiques de la Terre pourrait avoir un impact sérieux sur le climat de notre planète. Heureusement, de tels retournements ne se produisent pas du jour au lendemain. Le processus s'étend sur des milliers d'années. De plus, même si le champ magnétique s'affaiblit lors d'une inversion des pôles, il ne disparaît pas complètement. C'est pourquoi la magnétosphère continue de protéger la planète contre les rayons cosmiques et les particules solaires chargées, même si une certaine quantité de radiation particulière atteint la surface de la Terre. Les champs magnétiques de notre planète sont générés par des charges électriques en mouvement. Si un matériau permet à ces charges de se déplacer facilement, on le qualifie de conducteur. Le métal est un excellent conducteur et nous l'utilisons souvent pour transférer des courants électriques d'un endroit à un autre. Dans ce cas, le courant électrique est constitué de charges négatives appelées électrons qui se déplacent dans le métal. Le courant est ce qui génère un champ magnétique. Le noyau externe de la Terre est constitué de fer et de nickel liquide. En d'autres termes, il y a des couches et des couches de matériaux conducteurs à l'intérieur de notre planète. Des courants de charge se déplacent constamment dans le noyau, et le métal liquide s'y déplace et y circule également, générant le champ magnétique. Ce champ magnétique forme alors comme une bulle autour de la planète. Il s'agit de la magnétosphère, située au-dessus de la partie supérieure de l'atmosphère. Cette couche nous protège, en déviant les rayonnements cosmiques de haute énergie, qui, sans elle, seraient extrêmement dangereux pour toutes les formes de vie sur Terre. La magnétosphère interagit également avec l'ionosphère. Cette couche de l'atmosphère de notre planète contient une grande quantité d'ions et d'électrons libres et est capable de réfléchir les ondes radio. L'interaction entre ces deux couches et les vents solaires magnétisés est ce que les scientifiques appellent la météo de l'espace. Mais le vent solaire est généralement modéré et le temps demeure au beau fixe. Nous savons que les anciens Égyptiens étaient assez talentueux pour construire des édifices aussi grandioses que les pyramides, mais étaient-ils suffisamment intelligents pour mesurer la vitesse de la lumière? Une théorie circulant en ligne le suggère. Si vous comparez ces deux chiffres, vous verrez qu'ils correspondent parfaitement. Le premier est la vitesse de la lumière dans le vide en mètres par seconde, et le second est la latitude de la grande pyramide de Gizeh. Alors, était-ce intentionnel ou s'agit-il juste d'une coïncidence? Heureusement, nous pouvons vous assurer qu'il s'agit simplement d'une coïncidence, et non d'une autre théorie du complot. La grande pyramide n'est qu'un des nombreux endroits sur Terre partageant cette latitude. De plus, même si les Égyptiens étaient non parvenus à mesurer la vitesse de la lumière et avaient décidé de la garder secrète, ils n'auraient non pas utilisé de mètre pour l'exprimer. Celui-ci n'a été défini qu'à la fin du XVIIIe siècle. Les bâtisseurs des pyramides utilisaient une autre unité de mesure appelée la coudée. Une coudée équivaut à un pied et demi, soit 45 cm. Cette unité, basée sur la longueur de l'avant-bras depuis le coude jusqu'au bout du majeur, était répandue dans l'Antiquité. Ainsi, s'ils avaient voulu épater tout le monde en positionnant leurs pyramides à une latitude correspondant à la vitesse de la lumière en coudée, ils auraient dû construire leurs édifices emblématiques quelque part en Europe. Par ailleurs, l'astronome danois Ole Rømer, qui a mesuré pour la première fois la vitesse de la lumière en 1676, aurait été bien contrarié de découvrir que quelqu'un l'avait fait des siècles avant lui. Bien que les Égyptiens aient été en avance sur leur temps à bien des égards, ils n'ont jamais mesuré la vitesse de la lumière, ni employé de coordonnées de latitude et de longitude pour leur construction. La base de la grande pyramide de Gizeh peut sembler être un carré parfait, mais il s'agit en réalité d'une structure à 8 côtés, et non 4. Chacun de ces 4 côtés présente une légère indentation concave qui les divise uniformément de la base au sommet.
La version officielle voudrait qu'un pilote britannique du nom de Groves ait été le premier à le remarquer en 1940, lorsqu'il survolait la pyramide. Il a pris une photographie montrant les ombres qui soulignaient ces indentations. Certains pensent que ces lignes ne sont visibles que depuis les airs et peuvent être mieux observées à l'aube et au crépuscule, lors des équinoxes de printemps et d'automne. Cela a conduit à une étrange théorie selon laquelle les anciens Égyptiens auraient pu concevoir ces pyramides pour communiquer avec des visiteurs célestes. La pyramide de Khéops est l'une des 3 seules pyramides qui possédaient autrefois une porte pivotante. Cette porte, pesant environ 20 tonnes, pouvait être facilement ouverte de l'intérieur. Son ajustement précis la rendait presque invisible du dehors. Sans loquet ni poignée visible, seules de très légères aspérités dans la paroi extérieure dénotaient l'ouverture. Les 2 autres pyramides avec des portes similaires appartenaient respectivement au père et au grand-père de Khéops. La grande pyramide renferme également un vide caché d'au moins 30 mètres de long, découverte en 2017. Nous ignorons encore ce qui se trouve à l'intérieur de cet espace, sa fonction exacte, ou s'il est le seul de ce type. Les chercheurs ont utilisé une technologie permettant de voir à travers les murs des cathédrales, des pyramides mayas et même des volcans, reposant sur une pluie naturelle de particules subatomiques appelées muons. Ces particules traversent plus facilement les espaces vides que les matériaux solides. En plaçant plusieurs détecteurs de muons autour d'une structure, les scientifiques peuvent cartographier ces éléments solides et ces zones vides. Une équipe a placé des détecteurs de muons à l'intérieur de la pyramide de Khéops, collectant des données au fil des mois. Les scientifiques ont analysé à de nombreuses reprises des échantillons du mortier utilisé pour construire les pyramides. Bien que nous en connaissions la composition, la technologie moderne ne peut toujours pas le reproduire. Ce mortier, principalement composé de gypse traité, n'était pas utilisé comme le ciment actuel de nos briques, mais servait à soutenir les joints entre ces pierres massives lors de leur mise en place. Environ 1 demi-million de tonnes de ce mortier auraient été nécessaires pour construire la grande pyramide de Khéops. Ce mortier fait de gypse est plus robuste que les pierres elles-mêmes et a résisté pendant des millénaires. Les 4 côtés de la pyramide de Khéops sont alignés avec les points cardinaux, nord, sud, est et ouest. Selon l'archéologue et ingénieur Glenn Dash, cet alignement est précis à 4 minutes d'arc près, soit un 1/15 de degré. Les architectes y parvenus sans outils modernes tels que des drones ou des ordinateurs. De nombreux chercheurs ont tenté d'expliquer ce prodige d'architecture. Peut-être utilisait-il l'étoile polaire ou l'ombre du soleil. Dash a récemment proposé une idée nouvelle et plus simple. Les Égyptiens auraient pu utiliser l'équinoxe d'automne pour aligner les pyramides. Celle-ci se produit 2 fois par an, lorsque le soleil traverse le plan équatorial terrestre, rendant le jour et la nuit presque égaux en durée. Pour éprouver sa théorie, Glenn Dash a conduit une expérience le 22 septembre 2016, premier jour de l'équinoxe d'automne. Il a utilisé une tige spéciale appelée gnomon, dont disposaient les Égyptiens, pour projeter une ombre, puis il en a suivi la pointe à intervalles réguliers, formant une courbe régulière. En reliant 2 points de la courbe au moyen d'une corde tendue, il a créé une ligne presque parfaite d'est en ouest. Dash a observé que lors de l'équinoxe, la pointe de l'ombre se déplaçait en ligne droite, suivant presque parfaitement la direction est-ouest, avec une légère déviation dans le sens anti-horaire, similaire à celle observée dans les pyramides. Bien que l'expérience ait été menée dans le Connecticut, Glenn Dash estime que la même méthode fonctionnerait en Égypte. Tout ce dont les Égyptiens avaient besoin, c'était d'une journée claire et ensoleillée. Ils pouvaient déterminer l'équinoxe d'automne en comptant 91 jours à partir du solstice d'été. Cependant, ils nous ont laissé peu d'indices, et aucun document d'ingénierie n'a été retrouvé qui explique leur méthode. Ainsi, bien qu'ils aient pu utiliser des ombres pour se repérer, rien n'est moins certain. Les scientifiques se sont longtemps demandé comment ces lourds blocs de pierre étaient acheminés vers les sites des pyramides, et ils pourraient enfin avoir la réponse. Une équipe chercheur de l'Université de Caroline du Nord à Wilmington a découvert que 31 pyramides avaient probablement été construites le long d'un ancien bras du Nil. Ce bras est maintenant enseveli sous le désert et les terres agricoles. Pendant des années, les archéologues ont pensé que les anciens Égyptiens devaient utiliser une voie d'eau à proximité pour transporter les matériaux, les équipements, les personnes et tout ce dont ils avaient besoin pour construire les pyramides. Mais jusqu'à présent, ils n'étaient pas certains de l'emplacement, de la forme, de la taille ou de la proximité de cette voie d'eau par rapport au site de construction.
L'équipe de recherche a utilisé l'imagerie radar par satellite, des cartes historiques, la prospection géophysique et des carottages de sédiments pour cartographier cette branche du fleuve. Ils pensent qu'elle a été ensevelie suite à une grande sécheresse et au fil des tempêtes de sable il y a des milliers d'années. L'équipe est parvenue à plonger sous la surface sablonneuse et à obtenir des images de certaines caractéristiques cachées grâce à la technologie radar. Ils ont découvert des rivières cachées et des structures anciennes situées au pied des collines où se trouvent la plupart des pyramides égyptiennes. La découverte de cette branche fluviale disparue aide à expliquer la forte densité de pyramides entre Gizeh et Licht, dans ce qui est à présent une zone inhospitalière du Sahara. L'Égypte n'est pas le pays qui compte le plus grand nombre de pyramides au monde. Ce titre revient à son voisin méridional, le Soudan, qui en possède entre 200 et 255, comparé aux modestes 138 pyramides d'Égypte. Ces pyramides soudanaises ont été construites par les habitants du royaume de Kouch, une ancienne civilisation qui régnait sur les terres en amont du Nil il y a plusieurs siècles. Ils ont commencé à ériger des pyramides environ 500 ans après que les Égyptiens aient cessé de le faire. Bien que leurs pyramides soient beaucoup plus petites que celles d'Égypte, de 6 à 30 mètres, contre 138 mètres pour celles de Khéops, elles ont été construites dans des buts similaires. Les archéologues continuent de travailler pour comprendre comment les pyramides soudanaises ont été construites, combien de temps il a fallu pour les achever, et ce qu'il est advenu de cette civilisation